On va passer à la table ronde et puis aux questions. Et puis j'en ai une quand même sur la place de l'orientation dans tout le schéma collaboratif qui a été présenté tout à l'heure et les applications aussi possibles pour nous dans ce domaine-là. Donc avec des applications Polios ou autres, je ne sais pas quelle est la réflexion par rapport à la recherche sur ce thème-là précisément, s'il y en a une ou pas. On a parlé d'articles qui avaient trait aux réseaux sociaux, aux forums et à leur place dans la recherche d'informations par les jeunes, et puis au développement ou pas des applications type Folios ou autres. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez un avis. Je ne vais pas parler d'avis sur l'orientation, ne me permettrait pas, je suis pas du métier. Par contre, effectivement, tout à l'heure, j'ai évoqué un certain nombre de choses et forcément j'en ai oublié. Donc l'orientation est aussi dans nos préoccupations à plusieurs niveaux. Le premier, je vous ai parlé tout à l'heure d'une chaîne de web radio sur lequel on travaillait dans le cadre du projet actif. Le choix qu'on en a fait justement de suivi par les équipes de chercheurs, c'est de choisir une thématique autour du parcours à venir, c'est-à-dire de faire s'exprimer les élèves et faire des interviews de professionnels par des élèves à travers cette wiki radio. Donc c'est un peu cet objectif pour l'année sur les 6 collèges, hein, c'est ça, 6 collèges avec lesquels on travaille. En parallèle, on a travaillé avec la région et on a 6 lycées qui vont aussi nous rejoindre et on va essayer de les faire travailler sur la même problématique. Mais ça, c'est moins garanti. Deuxième aspect sur l'orientation, on a évoqué aussi, j'ai évoqué tout à l'heure le NT Toutatis. On pourrait évoquer Nados, ça doit vous dire quelque chose. Hein, bon. On travaille là aussi actuellement avec la région dans le cadre de l'évolution de l'ENT sur les pistes d'évolution. On est en phase de rédaction des conventions et l'une des entrées fortes, effectivement, c'est la participation de l'académie et de la région sur l'orientation et sur les différentes pistes qu'on a pu évoqué, initié à travers, je ne sais pas si vous avez entendu parler, ça faisait partie aussi des animations interactives l'année dernière, notre Orientakathon, qui a eu lieu au mois d'avril l'année dernière, simultanément sur Brest et sur Rennes, donc qui a regroupé des enseignants, des parents, des professionnels de l'éducation. Peut-être certains d'entre vous étaient présents, il y en avait sur Brest et sur Rennes, que ce soit la région, UNICEF, CIO, etc., autour de la problématique du parcours à venir et donc des outils que, comment dire ça, j'ai parlé tout à l'heure d'expérience utilisateur, qui servent vraiment aux utilisateurs que sont les élèves et les parents. C'est-à-dire pas des outils conçus par des spécialistes, comme les informaticiens, les spécialistes d'orientation pour les utilisateurs, mais des outils dont ils sont susceptibles de s'emparer vraiment. Et donc on a travaillé sur des outils en particulier autour de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la sociabilisation des élèves, le fait de travailler ensemble, de partager ses expériences et de ne pas seulement aller chercher des informations toutes faites, hein, mais se les construire. Solution web radio étant l'une des solutions qu'on a évoquées, c'est-à-dire faire intervenir des élèves pour expliquer aux autres élèves ce qu'ils ont rencontré dans leur formation, dans leur métier, etc. On soit vraiment sur une dimension un peu plus horizontale qu'actuellement verticale et descendante. Mais il y a aussi d'autres éléments qui sont sortis. Je pourrais parler des éléments plus de type jeu. On avait 2 équipes d'élèves qui ont encore participé et eux, grosso modo, c'est Donjons et Dragons. Voilà. Pour eux, l'orientation, c'est un parcours à travers des épreuves, à travers des tests, des portes qu'on passe ou qu'on passe pas avec des gardiens et qui progressivement nous permettent de découvrir des métiers. Voilà, ça c'est la vision d'élèves de 5e. Clairement sur l'orientation. Donc tout ça, ça doit nous faire réfléchir et construire des outils dont ils sont susceptibles de s'emparer, parce qu'encore une fois, la motivation est là et il y a le plaisir. C'est ce que André évoquait tout à l'heure.
Le numérique n'est pas une fin en soi, le numérique peut être un petit facteur de motivation. Il faut savoir partir des pratiques des adolescents pour exploiter ces pratiques, pour quelque part retourner le système. J'aime bien l'image du judo, hein. On prend la force de l'adversaire. Là c'est ça, c'est savoir ce qu'ils font pour essayer de l'exploiter, que ce soit dans la dimension pédagogique ou la dimension de l'orientation qui en fait partie. C'est une question difficile et c'est pas du tout mon champ de recherche, mais j'aurais 3 réflexions là-dessus. Dans un autre modèle théorique, on m'a longtemps demandé c'était quoi la différence entre la télévision, la radio, l'audiovisuel et les technologies numériques. Et j'ai fini par reprendre un travail qu'avait fait Tisseron sur les images, où il parlait des pouvoirs des images. Pour moi, un des pouvoirs des usages, et là on est assez clairement dans le champ de la psychologie sociale plutôt, un des pouvoirs des images, c'est ce que j'appelle le pouvoir de dévoilement. Alors ça c'est vraiment au tout début de mes travaux, je m'étais rendu compte qu'effectivement dans les pratiques numériques, en regardant au plus près, en faisant s'exprimer les usagers sur leurs pratiques numériques, on pouvait travailler à ce que vous faites en partie, c'est-à-dire l'observation de la situation. Et c'est devenu très très compliqué puisque quasiment tous les gamins de primaire veulent devenir youtubeurs. Donc voilà. Et donc il y a probablement un travail de recherche et pas connaissance de travaux de recherche, alors qu'on a un labo de psycho qui a travaillé dessus et on hébergeait il y a encore peu de temps une des écoles de Coxy. J'ai pas le sentiment que ça a été saisi encore par cette communauté et il faudrait probablement y aller. La deuxième réflexion, là ça vient de mes échanges avec Agnès Van Zanten et une partie, on va dire, des sociaux anthropos qui s'intéressent, Dominique Pesquet par exemple, qui interviendra demain à Rennes sur les pratiques numériques des familles populaires, hein, sur cette catégorie populaire, en sachant que son entrée est très, très bourdieusienne, mais en même temps elle révèle des pratiques qui sont tout à fait nouvelles dans un certain nombre de familles. Par exemple, dans ses derniers travaux, elle dit que l'usage du bon coin, l'usage des trucs et astuces de la vie quotidienne, dans certains lieux, avec certaines familles populaires, sont en train de se développer. Et pour moi, ça renvoie aussi au travail d'Agnès Van Zanten sur finalement les déterminants culturels et sociaux des pratiques d'orientation. Alors, que les profs ont, que vous avez probablement, il est assez clair qu'on n'oriente pas. Alors, je suis d'une modestie totale là-dessus, je vais dire de la même manière, entre guillemets, etc. J'ai pas grand-chose d'autre à dire dans le 9.3 que dans le 3.5. Enfin, voilà, il y a des contextes qui font qu'effectivement, un gamin qui dit qu'il veut être artiste ne sera pas reçu de la même manière à tel ou tel endroit, dans l'institution scolaire, sur son territoire, dans sa famille. Il y a probablement, on va dire, des travaux. Alors, l'équipe d'Agnès Van Zanten est en train de se rapprocher de Marsan, et donc là, il y a des travaux, vous voyez, le boulot sur les inégalités numériques et le boulot sur des questions plus larges d'éducation est en train de commencer à se faire, donc peut-être qu'il y a une piste. Et puis la troisième, et je ne veux pas vous faire peur, mais il faut quand même, un peu. Si j'ai fini sur Emmaüs Connect financé par Google et sur l'installation d'ateliers Google à Rennes, c'est aussi parce que les universités parisiennes sont en train de passer convention avec LinkedIn pour leurs questions d'insertion professionnelle, de visibilité des étudiants, etc. Vous savez que dans une partie des travaux d'Agnès Van Zanten, il y a cette démonstration que les familles populaires sont les plus crédules vis-à-vis des pratiques de coaching scolaire. Hein, il y a tout ce secteur-là. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on n'a peut-être pas les concurrents qu'on croit avoir, et que ceux qui viennent de l'extérieur sont probablement beaucoup plus inquiétants. Les grandes plateformes, vous savez, c'est cette histoire-là, les grandes plateformes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a de la migration dans la haute fonction publique vers Amazon, Google et compagnie. Le dernier DNA est parti chez Amazon, directeur du numérique éducatif quand même. Ça pose quand même de sérieuses questions. Donc là, il y a une vraie réflexion
politique, éthique, là assez clairement, je pense que en tant qu'association professionnelle, ça c'est un sujet auquel vous pouvez vous saisir en tant que vice-président participant au collectif des acteurs de ça dans l'enseignement supérieur de Rennes. Ils ne passeront pas par moi. C'est-à-dire que clairement, je défendrai nos SUI, OIP et la pratique de nos conseillers d'orientation, nos ingénieurs pédagogiques dans le service public, bec et ongle, même si les outils Google sont plus souples, plus faciles, plus voilà, etc., etc. Les enjeux sont quand même d'une autre nature. Et je crois qu'il faut vraiment y réfléchir. C'était au débeauté, ça. Si les petits cochons ne mangent pas, si on ne vient pas. Ma question s'adresse davantage à M. Vincent. Tout à l'heure, vous avez parlé de communautés apprenantes. Comment est-ce que vous avez pu intégrer dans ces communautés apprenantes les enfants dyslexiques et dysgraphiques, et comment? Alors, on n'en est pas encore là. Hein. Quand je parle de communauté apprenante, dans un premier temps, on restreint le champ aux enseignants. C'est-à-dire qu'on travaille sur les collectifs enseignants existants et sur la constitution de communautés apprenantes sur les territoires qui sont des associations de professeurs et d'acteurs externes. Les coopératives pédagogiques numériques n'ont pas vocation à s'adresser directement aux élèves, dans un premier temps. On s'adresse aux élèves par le biais du changement des pratiques des enseignants. Ceci étant, l'objectif, je vais dire à moyen terme, parce que je vais être prudent, c'est de profiter de ces espaces-là, comme ceux que vous avez pu évoquer, pour permettre à des professeurs, au-delà des échanges avec leurs collègues sur des pratiques, c'est d'expérimenter de nouvelles pratiques sur ces espaces avec leurs élèves, avec toutes les difficultés que ça représente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un peu limité aux professeurs de l'établissement d'accueil. Par exemple, si je prends l'exemple de la Bacnay, l'espace que vous avez pu voir, il est utilisé assez régulièrement par des professeurs pour exploiter ce nouvel équipement, que ce soit l'équipement informatique ou l'équipement mobilier, et voir comment ça change leur pratique. En termes de travail en îlot, de modification de la configuration de la salle en quelques instants, etc. On n'a pas aujourd'hui de réflexion aboutie sur l'accueil des dyslexiques, si ce n'est que c'est une des thématiques parmi les autres. Hein, je parlais tout à l'heure d'une journée sur l'accessibilité numérique organisée à Rennes, qu'on va essayer d'essaimer sur chacun des départements, donc en lien avec le conseiller ASH du recteur, évidemment. On est sur ces problématiques-là. Alors, globalement, de ce que je vais appeler handicap et numérique, pour faire court, hein, quelle utilité, quel effet du numérique, positif ou négatif, sur l'aide possible aux élèves à besoins particuliers. Donc là, on travaille là-dessus. Tout à l'heure, Pascal a parlé de My Human Kit. Je parlais de l'association aussi Braille qui a conçu en open source une machine Braille que n'importe quelle équipe de collégiens avec le plan peut maintenant construire dans le cadre des cours de techno. On est sur des problématiques là aussi, quelque part, de travail collaboratif, collectif, au service des autres. Et donc évidemment le handicap en fait partie. On a effectivement nous aussi, je dirais, un regard plus que bienveillant vers l'association My Human Kit avec laquelle on travaille, et avec d'autres, on est en train de réfléchir, même si c'est toujours un peu compliqué, hein, à l'intégration. Alors si je prends l'exemple de notre NT Toutatis, il est déjà, je dirais, compatible hein, avec l'ensemble des normes d'accessibilité numérique, mais il y a encore des progrès à faire. Il y a des outils sur lesquels on travaille également pour aider en termes de production, de documents et autres, les professeurs pour pouvoir effectivement s'adapter à tout type de handicap. Il y a encore beaucoup de boulot là-dessus. Mais effectivement, je
On aura l'occasion bientôt d'envoyer ça au chef d'établissement, donc dans le cadre de ce que j'ai appelé tout à l'heure la charte des valeurs. La charte des valeurs intègre un certain nombre d'exemples de ce qu'on pourrait mettre à disposition de la communauté. L'accessibilité numérique en fait partie. Bonjour, merci tout d'abord de vos interventions. Depuis ce matin, je me pose une question un peu, peut-être un peu bête, c'est pourquoi on n'éduque pas au numérique dans l'éducation nationale pendant la scolarité obligatoire et non au lycée général technologique à travers des options que tous les élèves n'auraient pas forcément. Donc ça c'est une vraie question que je me pose parce que certes on éduque, certes on donne du matériel informatique, mais on n'éduque pas au numérique. Et vous disiez tout à l'heure notamment que pour pouvoir utiliser l'informatique, enfin, le numérique aujourd'hui, il faut en comprendre son histoire. Donc pourquoi pas une discipline autour de comment est arrivé le numérique jusqu'à nous aujourd'hui. Et notamment quelque chose qui est en lien, c'est éduquer nos élèves, mais éduquer toute la communauté éducative et en plus les parents. Enfin, quand on pense qu'il y a des pratiques de parentalité qui sont différentes en fonction des milieux sociaux, pourquoi on n'éduque pas non plus les parents actuels qui n'ont pas eu du numérique lorsqu'ils étaient plus jeunes? Enfin, à un moment donné, j'ai l'impression que ça rejaillit finalement sur toute notre société et que c'est une question sociale, au final, l'éducation au numérique. Merci de votre réponse ou de vos quelques réponses. Alors, je vais commencer et Pascal va finir. La réponse va être en deux temps. La première, c'est on éduque déjà au numérique. Même si ce n'est pas parfait, il faut d'abord considérer ce que ça correspond, à quoi ça correspond, éduquer au numérique, ou apprendre le numérique. J'y vois deux éléments, alors je vais peut-être être en contradiction avec mon voisin, mais moi j'ai tendance à dire qu'il y a trois volets. On apprend avec le numérique, ça c'est tout ce qu'on a évoqué avec Ampé tout à l'heure, c'est en quoi le numérique peut améliorer les apprentissages à travers le changement des pratiques enseignantes. Il y a l'enseignement du numérique. C'est un peu ce que vous évoquiez dans votre première approche, c'est le numérique, j'apprends à comment fonctionne un ordinateur, comment fonctionne Internet, comment fonctionne un réseau. Je me mets en situation d'être un usager plus qu'averti. Je ne suis pas capable de dépanner ma machine, mais je sais au moins quand c'est elle qui ne fonctionne pas et que ce n'est pas de ma faute. Et puis il y a l'éducation dans le numérique. C'est peut-être la deuxième partie de votre intervention, c'est nous sommes dans un monde numérique, qu'on le veuille ou non, donc comment faire pour s'en protéger au mieux, que ce soit vis-à-vis des GAFAM ou d'autres dispositifs. Donc on a vraiment ces trois volets. Le volet, je laisse tomber le volet avec le numérique, le volet apprentissage numérique, effectivement pour l'instant, on pourrait se dire que c'est que dans les lycées, et y compris dans le cadre de la réforme, parce que vous avez vu qu'il y a un nouvel enseignement qui apparaît sur cet aspect-là. Pour l'instant, on est sur des options, ce qu'on appelle l'option ISN en seconde, et puis les enseignements de spécialité ISN et ICN en première et en terminale. Alors ISN pour la terminale S et ICN, informatique et création numérique, pour les autres classes de première pour l'instant. Ça ne touche effectivement qu'un petit ensemble d'élèves et on est sur une logique là aussi de collaboration, de créativité, c'est-à-dire qu'on va au-delà finalement de ce que vous évoquiez. Mais il n'y a pas que ça. Au collège, il y a ce qu'on appelle les cours de technologie. Et dans les cours de technologie, il y a l'apprentissage de l'informatique qui existe déjà, à travers à la fois, alors, ce qu'on appelle l'apprentissage du code, j'aime pas tellement, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, l'apprentissage du code, disons qu'on apprend aux élèves à programmer, c'est-à-dire à expliquer à quelqu'un de totalement stupide quelque chose à faire en gérant tous les cas possibles. Et ça, c'est apprendre à coder pour apprendre à réfléchir. Et que c'est quelque chose de fondamental sur lequel on a vraiment à travailler à tous les niveaux. Donc c'est pas faire des petits programmeurs, ça n'a aucune importance, c'est faire des gens capables de bien réfléchir, de bien analyser un problème et de trouver les solutions dans tous les cas possibles. Donc ça existe déjà, cours de techno, c'est aussi la robotique, c'est aussi les cours de mathématiques qui maintenant intègrent dès le collège un apprentissage algorithmique. Donc il y a déjà ces éléments-là. Sur la dimension
apprentissage dans le numérique, c'est-à-dire être capable quelque part de se protéger et de faire des usages pertinents. Il y a ce qu'on appelle l'éducation média à l'information, qui a certainement besoin d'être revisitée à l'ère du numérique. Moi, j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, on fait de l'éducation aux médias et à l'information à l'ère du numérique, et que c'est pas la même chose, que quelque part, il y a un travail. On évoquait tout à l'heure les web radios, on met en place pratiquement, enfin, je vais être peut-être optimiste, mais pratiquement tous les collèges ont maintenant sous une forme ou sous une autre un média numérique, que ça soit un dispositif de blog ou d'autres dispositifs. Donc apprendre aux élèves effectivement à comprendre comment fonctionne la production sur des médias numériques ne peut se faire, un peu comme le disait André tout à l'heure, avec toutes les précautions d'usage. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon, c'est en faisant qu'on apprend. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que quelque part, plutôt que d'être dans un système un peu éthéré où on dirait attention, pour publier sur le numérique, il faut respecter telle et telle règle et puis sans jamais le faire, là, on les met en pratique et c'est par la pratique qu'on apprend finalement les règles de l'écriture numérique, que ça soit respect du droit d'auteur, respect d'autrui, capacité à s'exprimer différemment sur le numérique que sur le papier. Donc tous ces éléments-là, ça se fait par l'action et la réflexion. Donc ça existe déjà. C'est pas encore l'idéal. Vous savez qu'on parle d'éducation média d'information, et c'est une éducation média d'information qui est de la responsabilité de tous, donc qui peut, à certains endroits, être de la responsabilité de personne. Quand il y a plusieurs responsables, quelquefois il n'y a pas de responsable, donc comment s'organiser dans un établissement, comment ne pas laisser le professeur documentaliste en charge de cette mission-là et d'intégrer systématiquement dans son enseignement une pratique qui permet d'améliorer les compétences des élèves. Tout à l'heure, Pascal parlait de Jean-Michel Lebeau, je vous invite à aller voir sur Internet son site, enfin, le site de ses élèves, première, classe de première, elle évidemment, le site Ivois, où ce sont les élèves qui produisent, et qui produisent maintenant depuis 15 ou 20 ans, et on accumule les productions, on utilise tous les outils à notre disposition, ça va de Twitter à Instagram, en passant par plein d'autres outils. Voilà, on les met en action sur de nouvelles écritures. Ça se fait pas partout, comme on l'a dit, pour atteindre la masse critique là, des 25 ou 30% de professeurs qui se lancent dans le numérique pour permettre effectivement d'aller au-delà, c'est pas toujours facile. Mais voilà, cette ambition, elle est là. Il faut maintenant la mener. C'est un peu le rôle des coopératifs que d'amener les enseignants à travailler ensemble pour voir ce qui se fait à côté. Vous savez, il se passe quelquefois dans l'établissement d'à côté des choses très pertinentes dont on n'a pas connaissance et qui peuvent nous donner des idées. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Voilà sur les aspects. Maintenant, sur les aspects plus théoriques, je vais laisser Pascal. Théorique. Bon. C'est une excellente question. J'ai combien de temps? Alors, premier élément, lorsqu'on relit les conclusions du séminaire de 1971 de l'OCDE consacré à informatique et éducation, on a l'impression qu'il a été écrit hier. Et ils se posaient, les collègues, exactement les mêmes questions. Il y a eu un cycle de politique publique qui s'est achevé à la fin des années 80, début des années 90, avec le fameux plan informatique pour tous, qui n'a pas traité ces questions de fond, et on les traîne à longueur de temps, puisqu'il y a finalement... il n'y a pas une histoire du numérique dans la société française, il y a des cycles qui se concluent par... là, je vais vous prendre l'exemple d'aujourd'hui. J'ai publié le premier bouquin en langue française qui s'appelle « Pour en finir avec la fracture numérique » sur le thème de la fracture numérique en 2011. De 2011 à l'année dernière, la question des exclusions, des inégalités, etc. Avait envahi le débat public sans aucun problème.
depuis l'arrivée de Macron, on est de nouveau en train de parler de fracture numérique. Le ministre n'arrête pas d'en parler, etc. Donc il y a des moments où cette question-là, qui est du même registre en fait, de la formation globalement au numérique, elle disparaît aux oubliettes, elle revient, elle disparaît. Enfin, il y a un vrai problème de cohérence des politiques publiques sur cette question-là. Et ça a une autre conséquence. La conséquence a été abondamment documentée par plusieurs collègues, dont Baron, Georges-Louis Baron, c'est que dans ces cycles-là, l'éducation aux technologies a été confiée, alors je vais dire un gros mot parce que vous êtes aussi une corpo, à différentes corpos de l'éducation nationale. Et donc, le Clémy et les profs de doc se sont, entre guillemets, accaparés, arrogés pendant bien des années l'éducation à l'information et aux médias, avec les travers avec les travers des spécialistes, c'est-à-dire sans partager ça. De l'autre côté, vous êtes tous au courant, la question du code, la question du CAPES et de la grecque d'informatique, la question de l'informatique discipline scolaire. Je veux dire, Baron avait écrit un bouquin il y a déjà 20 ans là-dessus. Elle remonte à la surface, elle redescend. Enfin, la commission Studer, là, j'ai écouté, je vous assure, ne faites jamais ça. Hein. J'ai écouté les auditions parlementaires là-dessus, mais c'est déprimant, quoi. Enfin, c'est totalement déprimant. On a des élus qui posent les mêmes questions que les élus il y a 10 ans, qui posent les mêmes questions que les élus d'il y a 20 ans. Moi qui commence à être un peu un vieux crouton, je me dis, bon, ça va finir quand, quoi, cette histoire-là. Donc en fait, ça a des effets de... l'inconsistance des politiques publiques a des effets de tubularisation, est-ce que le mot vous parle, enfin de mise en tube d'une question qui est radicalement transversale. Et ça, c'est un vrai problème, parce que quand j'ai fait une conférence au Numérique en commun à Nantes fin de semaine dernière, quand le secrétaire d'État vous présente l'éducation aux médias comme l'avant-vente finalement des industriels, vous voyez qu'on est loin du compte, quoi. Enfin, clairement, enfin, on est vraiment loin du compte. Il y a un aspect technocentré, presque, on va dire, industrialo-centré sur ces questions-là, et ça pose une vraie question. Le numérique tel qu'on le vit au quotidien aujourd'hui, ça ne sert pas uniquement à chercher et à trouver du boulot de l'autre côté de la rue, que ce soit clair. Hein, on est bien d'accord, ça sert à plein d'autres choses. Et il y a une manière... faut que j'arrête de faire des bons mots, sinon voilà. Et plus loin, et en plus je suis filmé. Oh, mon Dieu. De toute façon, à chaque fois que je rentre dans une pièce, la NSA et la CIA m'accompagnent, donc j'ai pris l'habitude de ça. La question des familles. Alors, je rejoins ce que dit Alain. En fait, il y a une éducation transversale au numérique qui doit passer. Les collègues qui travaillent le plus dessus sont les collègues qui travaillent sur cette histoire de translittératie numérique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de littératie dans les questions d'informatique, d'information, de médias, etc., et qu'il faut probablement réfléchir à quelque chose qui serait totalement transversal. Ça veut dire quoi sur le plan pédagogique et de l'organisation de l'éducation nationale? Ça veut dire que le numérique vous appartient aussi. C'est-à-dire que ça doit être dans toutes les disciplines d'enseignement, mais que vous, conseillers d'orientation et psychologues, vous avez probablement quelque chose de spécifique à dire sur ces questions-là, particulièrement à des gamins qui sont en situation difficile, etc. Donc il y a cette logique-là, peut-être, qui est à mettre en place. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'en fait, les bibliothèques, les tiers-lieux, l'éducation populaire, etc., a entrepris ça depuis 20 ans. Ça s'appelle la médiation numérique. Et honnêtement, on est en train de se rapprocher de ça, mais sur les territoires. Enfin, il n'y a aucun... Enfin, Blanquer, c'est pas demain la veille qui nous parlera de médiation numérique. Et ça se fait de gré en gré, avec un prof de techno, avec un infodoc, avec Jean-Michel Lebeau. Et effectivement, ça finit par toucher les familles. Et comment ça touche les familles? Ça touche les familles par les enfants, et particulièrement les enfants qui vont pas bien. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il se passe quelque chose de la mobilisation territoriale, et là, elle passe. Le problème, c'est que... je ne sais pas si vous avez vu ma belle formule, il paraît que ça fait distinguer l'inconsistance des techno-imaginaires du politique. Yes.
Le problème, c'est que nos élus aujourd'hui sont... S'il fallait commencer à former quelqu'un, clairement, je prendrais l'ensemble de l'Assemblée nationale par groupe de 10. Hein. Parce que clairement, quand on entend les questions qu'ils posent, la rapporteuse la députée rapporteure de la loi sur la gestion, je ne sais plus son nom, était à côté de moi à la conférence, la RGPD, était à côté de moi à la conférence. Quand on lui a posé la question vis-à-vis des GAFA, elle a dit ce qui serait vraiment génial, c'est que tout le monde, il ait le choix d'utiliser ou non les GAFA. Députés, quoi. Députés des Français de l'étranger. Alors, je ne sais pas si ça vous met dans un puits de complexité, mais moi, ça m'a mis dans un puits de complexité parce que où sont les alternatives ? Qui aujourd'hui, fait la promotion des outils publics? Vous avez tous la possibilité de vous passer d'un Google Agenda, d'un Google Doc, etc. Renater fonctionne parfaitement. C'est rustique, mais ça marche parfaitement. Skype, on peut se passer de Skype dans plein d'endroits. Et puis, qui soutient Framasoft et l'opération dégooglisons Internet? Framasoft qui est français, qui est la structure européenne qui est en train de lutter contre, qui soutient les collectifs d'enseignants ou les collectifs professionnels qui produisent des ressources libres, etc. etc. Personne. Il n'y a pas un ministre qui s'engage là-dessus, etc. Et au-delà de ça, il y a une vraie question de fond, c'est pourquoi on ne débat pas de ce qu'il y a encore plus derrière. Je vous rappelle que les GAFA payent en Europe 0,26% d'impôts. 0,26%, c'est bien, hein? Moi, j'aimerais bien ça. Bon, enfin bref. Et que, pour prendre juste le chiffre des Bretons, notre réseau très haut débit Mégalis en Bretagne coûte 2 milliards d'argent public. 50% de la bande passante du réseau Mégalis, c'est YouTube. On est en train de fabriquer des autoroutes de l'information à 2 voies sur lesquelles la voie de droite est occupée en permanence par des camions californiens. Nous payons une autoroute à 1 voie, ce qui est quand même assez extraordinaire. Personne n'en parle, personne ne débat là-dessus, c'est même pas dans la place publique. Alors je vous passe le transhumanisme, les mots, enfin, c'est même pas la peine d'aller aussi loin que ça. Il n'y a pas de débat politique autour de ces questions-là, alors que, et je suis très je vais pas du tout jeter la pierre parce que j'ai été aussi construit comme ça, alors qu'il y a d'autres endroits aux États-Unis où on a inventé plein de choses. La charte des Fab Labs ouverts sur la ville, à disposition de tout le monde, etc., elle vient du MIT. Et le MIT, c'est une grosse institution. Ça veut dire que les Américains sont aussi capables de nous produire des modèles et des sources d'inspiration sur la protection des données. Or là, on est fasciné par le modèle californien. Il n'y a qu'eux qui sont devant, pas le reste. Donc, c'est encore systémique, mais je pense que le déclenchement, il est essentiellement politique. Enfin, qu'on est sur quelque chose qui ne débouchera pas. S'il n'y a pas quelque chose de vraiment volontariste, on a même du mal à appliquer les directives européennes de RGPD. C'est quand même dramatique. Enfin, on est en France, quoi. J'ai été long, là. Merci. Oui, on va être... Je vous remercie Pascal Plantard, Alain Vincent, M. Paul Mathias, M. Tricot, via Skype. On fera mieux la prochaine fois. Et nous allons faire une courte pause de 5 minutes qui va vous laisser le temps de faire la votation. Et après, nous passerons aux travaux la présentation des travaux des jeunes chercheurs.